Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une suite de la vidéo la plus populaire sur notre chaîne depuis nos tout débuts. Ça fait maintenant 8 ans qu'on fait des vidéos sur YouTube et on n'avait jamais atteint un aussi haut sommet. Et la vidéo est presque rendue à 300 000 vues sur notre chaîne. Fait que je me suis dit que c'était clairement un sujet qui vous intéressait. Donc aujourd'hui, on fait la suite de cette vidéo-là et c'est la vidéo des 10 plus grands mensonges sur la vie en van dont personne ne parle. C'est drôle que ce soit cette vidéo-là qui ait récolté le plus grand succès sur notre chaîne parce que c'est une vidéo qui va un peu à l'encontre de ce qu'on fait généralement sur la chaîne. D'habitude, on vous partage les plus beaux moments, les choses les plus intéressantes de la vie en van et les raisons pourquoi on fait cette vie-là. Alors que là, cette vidéo-là, c'est le contraire. Mais je trouve que c'est un bel exercice de justement d'en parler parce que c'est important de les savoir, ces choses-là, autant pour vous si vous êtes des gens qui vivez déjà la van life ou si vous réfléchissez à ce mode de vie-là, je pense que c'est important de savoir tous les mauvais côtés qui viennent avec aussi. Puis Val vous dirait que je peux être aussi un très bon chialeux dans la vie aussi. Fait que pour moi, ça fait du bien des fois de faire des vidéos qui sont pas que juste sur le positif, mais qui des fois illustrent les petits irritants de la vie en van. Fait que sans perdre de temps, on embarque dans le vif du sujet. Là, aujourd'hui, j'en ai 10 pour vous. Dans la première vidéo, on en avait 9. En passant, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo en question, je vais vous mettre le lien dans le petit i au-dessus de la vidéo et dans la description. Donc, vous pourrez aller la voir après celle-ci. Donc là, c'est vraiment 10 autres éléments. Le premier, ce sera que tu seras toujours en vacances quand tu seras en van. Et ça pourrait pas être plus faux que ça parce qu'en réalité, c'est vraiment, on s'ajoute des tâches. On pourrait penser que on élimine tout l'entretien d'une maison et l'entretien d'un appartement. On a un plus petit espace à entretenir, mais en réalité, ça rajoute un paquet de tâches connexes et je peux vous confirmer à 100% qu'en bout de ligne, c'est une plus grande charge de travail d'être nomade à temps plein par rapport à être sédentaire dans une maison, même si oui, il faut tondre le gazon, puis il y a des petites tâches ménagères comme ça, mais quand on est nomade, si on additionne toutes les tâches supplémentaires que ça nous apporte par rapport à tout le luxe qu'on peut avoir quand on est sédentaire, c'est clair que ça prend plus de temps, c'est sûr, sûr, sûr. Première chose, c'est la planification de notre itinéraire qui prend un certain temps. Trouver les endroits pour trouver de l'eau, de l'électricité pour se recharger, de l'Internet de bonne qualité pour être capable de travailler, une laverie pour aller laver nos vêtements, trouver l'épicerie du quartier, trouver où est notre nourriture qu'on aime dans cette épicerie-là, qu'on n'a jamais été à l'intérieur. Ça a l'air de rien, mais juste aller à l'épicerie, ça prend beaucoup plus de temps quand on n'est pas chez nous. Après ça, juste trouver quoi manger dans chaque ville. Des fois, on cherche un produit à l'épicerie qui n'existe même pas à cet endroit-là. On n'avait pas réalisé que ce produit-là, c'était juste chez nous qu'on avait cette chose-là. Réserver dans les campings, les journées de déplacement entre les différentes destinations. À chaque fois qu'on veut juste aller faire une petite commission de faire le ménage à l'intérieur, puis d'après ça, prendre la route. Toutes ces choses-là font qu'en bout de ligne, ça prend du temps. Puis non, c'est pas des vacances, même si oui, c'est quand même dans le but de planifier des choses intéressantes, mais en bout de ligne, la planification en tant que telle, c'est un travail. Les premiers temps, c'est amusant, mais à la longue, ça devient vraiment une charge supplémentaire à notre travail. Fait que ça, c'est le premier mensonge. Mensonge numéro 2, la van life, c'est parfait pour les gens qui sont minimalistes. Même si oui, on a un petit espace puis qu'on n'a pas énormément de rangement, pas beaucoup de place pour mettre nos affaires, ça demande quand même beaucoup d'équipement de vivre en van, que ce soit pour notre travail, l'équipement pour aller sur Internet, l'équipement audiovisuel, dans notre cas pour les caméras, les films, mais si vous voulez faire des images de vos voyages, l'équipement de cuisine, l'équipement de batterie, panneaux solaires, l'équipement en fait, tous vos vêtements selon les saisons. Si vous voyagez en van comme nous en Amérique du Nord, on a les 4 saisons, ça prend beaucoup de vêtements. Si vous faites du sport, vous voulez amener des trucs. Fait que bref, on a quand même besoin de beaucoup de choses, même si c'est un mode de vie qui est peut-être un peu plus minimaliste, mais bien souvent, on se retrouve à avoir quand même beaucoup, beaucoup de choses à ranger dans un petit espace. Puis, c'est quand même très coûteux parce que là, on cherche des objets qui sont le plus petit, le plus léger possible, le plus solide possible parce qu'on les surutilise. Donc, en bout de ligne, on se retrouve à payer quand même plus cher pour nos objets qui doivent être très durables. Fait que c'est pas tout à fait du vrai minimalisme à mes yeux. Du moins, moi, je me considère aucunement comme un minimaliste, même si on vit en van
une plus grande portion de l'année. Maintenant, on est rendu van lifer à temps partiel, mais malgré tout, on est quand même majoritairement sur la route et je peux vous confirmer qu'on est loin d'être minimaliste. Avant d'embarquer dans notre prochain point, je vous parle de notre commanditaire du jour qui est Surfshark. Surfshark, c'est un VPN et c'est très, très utile justement pour les gens qui sont nomades et qui vivent la van life. Un VPN, nous, on l'utilise principalement pour pouvoir changer l'adresse IP de notre connexion Internet et la placer à l'endroit où on veut sur la planète. Par exemple, nous, on l'utilise souvent pour regarder la télévision du Québec quand on est à l'extérieur du pays. Ça nous permet de prendre le VPN de Surfshark, de mettre notre adresse IP au Québec et après ça, on a accès à toutes les émissions qu'on veut. Ça permet également d'avoir accès au catalogue de Netflix, de Amazon Prime et de tous ces services de streaming-là partout dans le monde qui ont des catalogues différents à chaque endroit. Donc, des fois, si ça vous tente de regarder quelque chose qui est disponible uniquement aux États-Unis, vous pouvez changer votre adresse IP et voilà, c'est fait. Ça permet également de sécuriser sa connexion. Puis, grâce à Surfshark One, ça vous donne accès également à un antivirus qui vous permet de scanner rapidement votre appareil pour être certain que vous n'avez pas de virus. Fait que c'est un petit ajout qui est bien intéressant. Si ça vous intéresse de prendre le VPN Surfshark, vous avez, grâce à notre code promo Alexandre et Valérie, ça vous donne 4 mois gratuits lors de votre abonnement. Je vais vous mettre le lien dans la description et tous les détails. Donc, merci beaucoup à Surfshark d'avoir commandité cet épisode. Le troisième mensonge, c'est le fameux cliché de tout quitter pour vivre sa vie de rêve. Je pense que ça, c'est vraiment la chose que je dérecommande le plus si vous voulez vous lancer dans ce mode de vie-là, de tout quitter, tout vendre ce que vous avez, puis de prendre la route, tout ça en un coup. Je pense vraiment pas que c'est une bonne chose à faire. Pourquoi? Ben, je pense que c'est beaucoup mieux d'y aller graduellement parce que ce n'est pas un mode de vie qui convient à tout le monde. C'est très alternatif comme style de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont l'apprécier à court terme, mais qui à long terme vont se tanner. Puis c'est important d'avoir un plan de sortie, je pense, quand on débute la van life, d'avoir une façon de revenir à sa vie antérieure si on n'aime pas ça. Puis même des fois de le tester pendant quelques semaines, des fois c'est pas suffisant parce que tu n'as pas vécu des saisons de pluie ou un automne froid et gris où il ne fait jamais beau puis tu es enfermé dans ton véhicule. Des fois, il y a des moments comme ça qui vont vraiment tester notre solidité de van life. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde que ça leur prend un pied à terre pour être heureux en bout de ligne, pour juste retourner de temps en temps. Nous, on était à la recherche de ça pendant des mois, même des années. Les premières années qu'on était sur la route, on était 100% nomades, mais je pense dès l'année 2 ou 3, on commençait déjà à penser que ça nous prendrait un petit pied à terre pour quand on revient chez nous au Québec, juste pour se recharger notre batterie mentale de nomadisme. Et des fois, à la longue, à force d'être toujours sur la route, on dirait on apprécie moins les endroits où on se trouve, même s'ils sont incroyables. Donc, d'avoir un petit pied à terre, des fois, ça peut être une bonne chose. Fait que bref, de tout quitter pour vivre sa vie de rêve, je pense pas que c'est une bonne chose. Prochain mensonge, mais celui-là me touche un peu moins, mais je l'ai quand même inclus dans ma liste parce que je pense que ça peut être un point important, surtout pour ceux qui voyagent peut-être en solo ou les gens qui sont peut-être plus craintifs, mais c'est que tu seras toujours en sécurité. Il y a bien des moments dans nos aventures où on est à des endroits où il y a peut-être beaucoup de monde qui aurait été insécure d'être stationné à cet endroit-là pour la nuit ou de passer dans ces quartiers-là ou de voyager dans ces régions-là. Nous, de notre côté, honnêtement, on n'est pas des gens très, très craintifs de base. On fait confiance aux gens assez facilement, puis généralement, la vie nous le rend bien, puis les gens sont accueillants et gentils et généreux, puis ça nous est très rarement senti de ne pas être en sécurité, mais je sais que pour les gens qui voyagent seuls, surtout pour les femmes seules, c'est un gros enjeu de se sentir en sécurité. Puis c'est sûr qu'en van, ben, c'est pas comme d'être sédentaire dans sa maison, dans son petit confort. On se met souvent en dehors de notre zone de confort, puis il y a des gens qui peuvent se sentir moins en sécurité. Assurément, on s'expose plus à des vols, des pannes mécaniques en zone isolée, des trucs comme ça. Surtout, ben, en fait, je pense aux vols, mais les vols, moi, c'est peut-être la chose dont je suis le plus craintif. On dirait que j'ai toujours peur qu'on se fasse voler. On a de l'équipement quand même de bonne valeur pour notre travail dans notre véhicule, donc on ne veut vraiment pas se faire voler. Donc ça, c'est peut-être la chose à moi que je me sens moins en sécurité. Cinquième point, même chose aussi, c'est peut-être pas quelque chose qui me touche personnellement, mais je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui vont vivre ces enjeux-là, mais c'est que ta famille va accepter ton choix de devenir nomade. C'est pas tout le monde qui ont cette facilité-là de comprendre
l'appel qu'on a de cette liberté-là, de cette envie de voyager comme ça à temps plein. Je pense que c'est pas tout le monde nécessairement qui vont accepter qu'un membre de la famille veuille les quitter comme ça puis partir sur la route. Des fois, ça peut créer des frictions dans les familles. Puis c'est pas facile non plus, même ça par contre je peux le confirmer parce qu'on le vit tout le temps, mais chaque départ est difficile, chaque retour est émouvant, c'est beaucoup d'émotions qu'on s'ajoute, le fait de manquer des moments en famille, c'est pas facile à vivre. Fait que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on sous-estime un peu avant de partir, cet enjeu-là, mais on n'a pas le choix de vivre avec. Le point numéro 6, ça me touche vraiment personnellement et c'est que tu seras toujours productif autant qu'à la maison quand tu étais sédentaire. Et ça, c'est le plus grand mensonge, je pense, parce que justement, tantôt, on en parlait de toutes les tâches que ça amène en supplément, de tous les enjeux par rapport aux connexions Internet, à l'énergie, par rapport à notre environnement de travail qui peut être des fois déconcentrant. C'est très, très difficile, surtout si vous êtes des van-lifers qui travaillent, si vous êtes des nomades digitaux, comme Val et moi. C'est pas toujours évident. Juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je devais tourner une vidéo à l'extérieur, puis il s'est mis à pleuvoir. Là, après ça, j'ai ressorti mon équipement, il a arrêté de pleuvoir, il s'est remis à pleuvoir, alors que si j'étais à la maison, on aurait notre petit studio, on ferait ça à l'intérieur, on serait toujours très bien, très confortable, avec une belle lumière égale. Même chose au niveau de la connexion. En arrivant ici en Europe, j'avais plus ma carte SIM, il fallait que je me rachète une carte SIM. Donc là, je cherche dans plein de magasins, magasine les forfaits, essaye d'activer ça. Ça m'a pris quasiment une journée et demie avant de réussir à avoir quelque chose qui a du bon sens comme forfait d'Internet pour être capable de travailler. Donc tout ce temps-là à toujours se réorganiser à chaque fois qu'on se déplace, c'est toute de la perte de temps. Puis c'est pour les gens qui aiment ça, être productifs comme moi, c'est pas évident des fois de devoir se dire bon, mais ma journée est finie et j'ai pas avancé bien parce que j'avais trop d'autres tâches connexes qui m'ont ralenti. Fait que ça, c'est pas évident. Surtout si vous avez un travail où vous devez rendre des comptes à des gens, si vous n'êtes pas des travailleurs autonomes. Au moins, moi, dans mon cas, j'ai personne au-dessus de moi pour me chioler après, mais si vous avez un boss ou quelqu'un à qui vous devez rendre des comptes, rendre des travaux à temps ou des trucs comme ça, bien, c'est sûr que ça peut vous mettre des bâtons dans les roues d'être van lifer parce que justement, il y a beaucoup de tâches connexes qui s'y ajoutent puis c'est difficile d'être aussi productif. Point numéro 7, tu pourras toujours réparer ton véhicule facilement. Ça, c'est quelque chose avec lequel il faut tout apprendre à vivre. Dans la première vidéo, je n'avais parlé aussi de ce point-là, qu'il y a toujours quelque chose de brisé. Bien là, de cette fois-ci, c'est de trouver une place où le faire réparer. Il y a des trucs où, selon la région où vous allez être, qui peuvent être très compliqués à faire réparer. Des fois, exemple, nous, on était au Mexique, dans le fin fond de nulle part. S'il y a une pièce d'une Airstream qui brise au Mexique, il n'y a aucune concession qui vend ces pièces-là. Des fois, c'est difficile de se faire livrer ces pièces-là. Ça peut nous ramasser au garage pendant très longtemps. Des fois, on peut rester en panne dans le milieu de nulle part. Bref, trouver des places pour faire réparer son véhicule, c'est pas toujours la chose la plus facile. Et idéalement, nous, de notre côté, on s'assure de vraiment être très, très méticuleux sur l'entretien de nos véhicules pour qu'à chaque fois qu'on parte, on parte avec un véhicule qui est vraiment en ordre, mais encore plus que jamais, s'il y a des pièces qui sont bientôt dues à changer, on les remplace avant même qu'elles soient brisées parce qu'on ne veut pas qu'elles brisent puis qu'elles nous lâchent sur notre chemin. On n'attend pas que les choses soient brisées avant de les remplacer. On les remplace à mesure qu'on avance selon l'usure du véhicule. Fait que ça, c'est bien important de bien entretenir son véhicule pour ne pas rester en panne parce que c'est pas l'idéal quand c'est ta maison. Point numéro 8, tu seras toujours confortable. Ça, c'est vraiment quelque chose que là, on peut l'affirmer, Valérie et moi. Il y a toujours des situations qui nous rendent inconfortables. On se stationne souvent on dirait qu'il y a toujours une traque de chemin de fer d'un train qui passe en pleine nuit, qui nous réveille, des voisins qui peuvent être bruyants. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on doit vraiment s'adapter à être toujours en situation un peu inconfortable. On n'est jamais vraiment chez nous partout où on se promène, même si oui, notre véhicule, c'est notre maison, puis qu'on aime ça dire que notre maison nous suit partout, mais reste que notre maison est toujours dans un environnement qui n'est pas chez nous. Puis ça, c'est moins confortable que d'être à la maison. Les douches sont plus courtes, sont parfois froides, des fois sont moins agréables, les repas sont moins élaborés. Bref, c'est beaucoup moins confortable comme style de vie qu'une vie à la maison. Mais en même temps, on dirait que nous, je pense qu'on aime ça des fois, se sortir de notre zone de confort, puis se botter le derrière. On dirait que des fois, quand on revient à notre appartement
à Québec, puis qu'on prend 2-3 semaines à être très, très confortable, à avoir accès à notre douche illimitée, de notre lit confortable, de tout l'espace qu'on a, de notre grande cuisine, de notre lave-vaisselle, on dirait qu'après 2-3 semaines, c'est rendu qu'on est tellement nomade dans l'âme qu'on dirait qu'on ne veut plus ce confort-là, on veut s'obliger à repartir sur la route pour revivre des nouvelles aventures, puis sortir de cette zone de confort-là, où c'est là qu'on vit vraiment la vie, on dirait. Fait que c'est un mensonge, mais en même temps, pour nous, ça devient même un peu une drogue en tant que telle. Point numéro 9, tu vas pouvoir voyager n'importe où. Ça, encore une fois, on est quand même souvent limité, que ce soit par les capacités de notre véhicule, par les saisons, par les visas dans les différents pays qu'on veut visiter. Il y a beaucoup de restrictions, puis on dirait qu'on n'est pas toujours à l'endroit où on voudrait être. Puis ça, c'est une chose qui est difficile parce qu'on dirait que quand on se donne cette liberté-là, on fait ces sacrifices-là d'être en van, on se dit, moi, je veux être toujours à l'endroit où ça me tente d'être, c'est ça la vraie liberté, mais il y a quand même toujours plein de trucs gouvernementaux, des problèmes au niveau des assurances qui nous obligent à rester au Québec pendant un certain temps, ou quand on vient, nous, du côté de l'Europe, on a des visas qui nous limitent, on ne peut pas passer plus que 3 mois par 6 mois dans l'espace Schengen. Il y a plein de restrictions qui fait qu'on ne peut pas être toujours à l'endroit où on voudrait, puis on ne peut pas voyager vraiment à temps plein, considérant toutes les restrictions qui s'y appliquent. Point numéro 10, ça, c'en est un classique, et c'est que tu seras toujours connecté à Internet. Ça, c'est de moins en moins vrai depuis l'arrivée de Starlink et avec le développement du réseau cellulaire qui est de plus en plus développé partout dans le monde. En Europe, je dirais qu'à date, on a moins vécu cet enjeu-là, mais quand on est chez nous en Amérique, on a toujours des grandes zones où il n'y a pas d'Internet, où c'est plus difficile d'avoir une connexion pour travailler, puis pas juste avoir accès à Internet, mais d'avoir une bonne connexion qui nous permet de faire, exemple dans notre cas, des transferts de fichiers lourds, de faire du streaming en live, bref, de faire des rencontres en Zoom ou par visioconférence. Bref, la connexion Internet, il faut faire un petit peu une croix là-dessus. On n'aura jamais un Internet aussi performant qu'à la maison quand on est sur la route. Puis ça, je pense que c'est le plus grand confort, nous, quand on revient à notre appartement, c'est de pouvoir avoir accès à notre Internet hyper rapide, 400 mégabits. Ça, on n'a jamais ça sur la route. Mais grâce à Starlink, ça s'améliore parce que là, maintenant, tant qu'on a une vue directe du ciel, pratiquement partout dans le monde, on est capable d'avoir une connexion qui est bonne. Mais avec Starlink vient de plus en plus de clients Starlink, et ça fait que les vitesses sont beaucoup moins rapides et moins intéressantes. Fait que même si oui, on a une connexion, elle n'est pas toujours très très bonne. Fait que bref, ça fait le tour pour mes 10 mensonges de plus sur la vie en van dont personne ne parle. Là, je suis curieux à savoir dans les commentaires si vous en avez des mensonges que vous aimeriez ajouter à la liste. Puis, comme je disais en début d'épisode, si vous n'avez pas vu le premier épisode de la série, je vais vous mettre le lien dans la description. Puis, n'oubliez pas, si vous voulez avoir vos 4 mois gratuits d'abonnement avec Surfshark, je vous mets le lien dans la description et utilisez le code promo Alexandre et Valérie. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.